Donc moi je suis Géraldine Tonnet, je suis enseignante à la Haute École Condorcet en section primaire et préscolaire. Et le petit PowerPoint que je vais vous présenter a été fait avec l'accompagnement de mes étudiants. Voilà, je voulais vous présenter juste une activité faite dans le cadre de mes cours d'AFP. Voilà, donc le public concerné, ce sont mes troisièmes baccalauréats instituteurs préscolaires, institutrices préscolaires. Alors je ne dis pas institutrice puisque j'ai que 13 élèves, mais j'ai 2 garçons. Donc ça casse un peu justement le mythe des femmes institutrices préscolaires. Moi j'ai de la chance, j'ai 2 garçons. Et il y en a même un qui est très maternel, contrairement à ce qu'on peut croire, et il n'est pas homosexuel, je vous rassure. Donc voilà, le cours concerné, donc c'est le cours... voilà, c'est fait. Et donc le cours concerné est le cours d'AFP, je ne sais pas si je dois préciser ce que c'est le cours d'atelier de formation professionnelle dans lequel les étudiants viennent préparer des leçons, notamment. Et donc j'ai décidé de leur présenter le site pour voir un peu leur réaction. Et j'ai donc... Vas-y, continue. Voilà, donc j'ai projeté une partie du site qui était la partie préscolaire. Voilà, donc je vous ai mis les petits morceaux que j'avais projetés. Donc j'ai été avec eux, je leur ai montré qu'il fallait cliquer, comme on vient de le voir dans le tutoriel, sur j'enseigne à des élèves de maternelle. Et ensuite, je leur ai montré, donc dans cette section, voilà, quelles sont les différences. Je leur ai montré un article. Je pense qu'il est... Voilà. Je leur ai donné un article qui prête à débat, justement, parce que les étudiants viennent avec leur culture, hein, et ils n'ont pas encore entendu beaucoup parler de tout ce qui est égalité filles-garçons, à part dans le cours de diversité culturelle. Mais donc, ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de parler d'activités pratiques. Et donc, cet article ici, vous pouvez le trouver sur le site, il parle d'un enfant qui a été élevé en Suède par ses parents sans identité sexuée. Et donc, évidemment, quand les étudiants lisent ça, même si vous le lisez vous-même, vous allez voir, ça prête à débat. Est-ce qu'on doit dire à un enfant qu'il est une fille ou un garçon? Oui, non, peut-être. À quel âge? Et donc, les parents ici ont pris délibérément le choix de ne pas dire à cet enfant de quel sexe il était et de ne pas introduire le rose ou le bleu, comme on fait bien chez nous. Et donc, je fais un petit débat avec mes étudiants là-dessus, ce qui est toujours très, très chaud, on va dire. Ça dure à peu près 1 heure. Et à partir de ça... je leur demande ça c'était le débat, évidemment, voilà. Je leur demande après d'aller lire sur le site tout ce qui est la partie théorique. Comme ça, je fais le lien entre pratique et théorie. Donc ici, vous avez la théorie sur le développement de l'identité sexuée des enfants depuis la naissance jusqu'à 18 ans. Et donc, leur montrer que l'identité sexuée n'est pas quelque chose d'inné, mais bien quelque chose d'acquis, et que c'est nous, parents, éducateurs, qui entrons en jeu ici. Et qu'ils ont une importance surtout au préscolaire dans cette création d'identité sexuée. Donc après avoir lu la partie théorique, bien sûr on en rediscute. Et puis je leur demande de me donner des exemples concrets de choses qu'ils ont vues en stage qui ne sont pas de bonnes pratiques. Et donc vous en avez toute une série qui va, voilà, Nominette rose et bleu, c'est ce qui est le plus connu. Vous savez, les petits porte-manteaux des enfants, quand ils vont accrocher leur porte-manteau, les filles c'est bleu, les garçons c'est... Non, les filles c'est... Oh, ben, je me trompe. Les filles c'est rose, les garçons c'est bleu. À ce propos, j'ai vraiment personnellement une petite anecdote. Ma petite fille qui a maintenant 6 ans, en maternelle, ils avaient dû faire leur nominette et elle avait colorié arc-en-ciel. Et l'institutrice m'a appelée en me disant, tiens, c'est bizarre. Ben oui, ma fille est bizarre. Donc voilà. Coin déguisement, on voit souvent dans les classes maternelles un coin déguisement. Et ils disent, les étudiants m'ont dit, ben voilà, dans une classe, il n'y avait que des robes de princesse et que des habits de chevalier. Comment est-ce qu'on peut promouvoir justement l'égalité quand il y a ça? Oui, vous avez les coins poupées, coins garage, qui sont uniquement destinés soit aux filles, soit aux garçons. Et puis il y avait notamment, c'était la Saint-Nicolas, ces fameux catalogues de jouets. On n'y fait pas spécialement attention quand on n'est pas sensibilisé, mais maintenant que vous le savez, vous allez remarquer à chaque fois, nos catalogues de jouets, c'est bleu et c'est rose. Et donc les Lego, c'est pas pour les filles. Et donc voilà, mes étudiants ont mis tout ça à jour, et notamment aussi des expressions d'enseignants. Arrête de pleurer, t'es un garçon, les garçons ça pleure pas, etc. Voilà. Et suite à ça, j'ai demandé à mes étudiants de mettre en pratique dans leur prochain stage une bonne pratique cette fois, pour contrer justement ce qu'ils avaient vu, donc pas aller chercher très loin, mais essayer de changer une petite chose à la fois. Et donc je vous ai montré 2-3 exemples. Ici, voilà le catalogue de jouets, on l'a trouvé récemment sur Internet. C'est le catalogue U en France. Je ne veux pas faire de pub, mais ce catalogue est dégenré.
Donc on voit des photos. Si vous les regardez bien, un petit garçon qui joue avec une poupée. En plus, la poupée est noire, ce qui répondra à la remarque tout à l'heure faite par le monsieur sur le racisme. Et donc voilà, le petit garçon joue qu'un bébé noir et la petite fille et le petit garçon jouent avec une cuisine. Et les enfants font leur choix de jouets dans ce catalogue-là. Voilà, ça c'était un premier exemple. Le second exemple, c'est d'ouvrir le coin garage et le coin poupée à tous les enfants, voire même parfois de les y obliger à passer dedans, en mettant des petits défis qui vont les stimuler. On va jouer au coin garage, ben non, on va pas que jouer. L'enseignant doit avoir un défi, une situation mobilisatrice, une compétence à faire acquérir à l'enfant. Il ne doit pas perdre de vue cela. Et donc, il doit stimuler les enfants pour qu'ils puissent y aller. Ensuite, j'avais un autre exemple, je pense. Voilà, la réalisation de nos minettes, pas celle-là, mais bien celle-là, tout simplement. Utiliser d'autres couleurs. Et je crois que j'ai un dernier exemple. Voilà, le coin déguisement. Là, ça, c'est une affiche vue en classe. Et puis voilà ce qu'on pourrait mettre à la place. Voilà, c'est deux petits exemples très concrets, mais à partir du site, c'est ce que ça a donné. Je vous remercie. Alors, moi je me présente Pascal Thierse, je suis sociologue de formation et je suis collègue de Géraldine à la Haute École Condorcet à Mons. J'ai participé pendant 3 ans à ce groupe de travail de réflexion à la demande de ma direction. Je ne suis pas parti que des pieds de plomb parce que j'ai toujours envie de découvrir, mais je peux vous dire que j'ai passé 36 mois merveilleux parce que j'ai découvert des collègues qui étaient motivés, qui avaient envie de boulotter, d'aller plus loin que le simple statut de fonctionnaire, 3 petits points que parfois on peut accoler à la fonction d'enseignant, ce qui est totalement faux. Il y a énormément d'enseignants qui sont motivés par le boulot qu'ils font. Et je me suis retrouvé avec un groupe de travail, comme disait une autre collègue en fin de matinée. Il a fallu un certain temps avant qu'on puisse se découvrir l'un l'autre, ses compétences, ses qualités, ses centres d'intérêt, et puis faire fonctionner la mayonnaise. Je retiendrai entre autres le colloque qu'on a organisé en mai 2012 à Mons, où là, on a pu faire la comparaison, non plus des étudiants et des enseignants de réseaux différents, mais tout simplement de zones géographiques différentes. Et là, c'était quand même très, très interpellant. Alors, un deuxième, donc merci chers collègues, j'ai passé avec vous 3 années exceptionnelles et je n'oublierai pas de sitôt ce qui était fait. Je voudrais aussi dire merci à monsieur l'instituteur, notre ami Guy, qui a coordonné avec brio et tact toutes les réunions pendant les 3 ans. Une de nos collègues disait « On va être triste, on ne te verra plus Guy ». Je crois que ça c'est clair, ça dénote très bien de l'état d'esprit positif qui régnait dans le groupe. Pour faire allusion à l'actualité, tu mérites le titre de Masterchef. Voilà. Comme ça, chapeau. Et je voulais le dire honnêtement et franchement, merci Guy pour le boulot que tu as fait avec nous. Ta coordination était très, très intéressante et excellente. Alors, moi, je voudrais un peu discuter avec vous d'abord de ce cours de diversité culturelle, mais aussi de la notion d'interdisciplinarité. Alors, d'abord, en tant que sociologue, je m'intéresse à tout, que ce soit l'histoire, la géographie, que ce soit la politique, l'économique. J'essaie de chipoter, de découvrir un petit peu. J'ai un esprit d'ouverture aussi. J'essaie d'éviter un petit peu de chausser les lunettes de genre, pour reprendre une expression connue. Mais c'est pas évident par le système éducatif dans lequel on était formé, on était, je dirais même, formaté. Alors, j'ai dans ma charge professorale principalement des heures en régiondat, voire quasi totalement, et des heures de diversité culturelle et du genre. Lorsqu'un enseignant du fondamental donne cours à une classe d'enfants, il enseigne normalement dans toutes les branches. Donc, il peut aborder un thème, il l'abordera en mathématiques, en français, en sciences, et toute une série de disciplines, et il va pouvoir donc développer ce thème à fond. Quelqu'un qui donne cours dans le secondaire inférieur ne va donner cours que dans sa branche. Or, ce qui permet de lier, ce qui peut un peu cette espèce de maïzena pour bien faire fonctionner une équipe pédagogique, c'est que des enseignants doivent se parler, doivent dialoguer. L'emploi du temps est parfois très limité aussi. Chacun a un petit peu son local qui lui appartient, avec son armoire, avec sa façon de faire, dans son coin, dans un espace bien défini. Moi, je lutte justement pour ce décloisonnement, pour un esprit d'ouverture. Et je trouve, c'est l'immense avantage du site qui vous est proposé, c'est de savoir ce que votre collègue
dans le secondaire inférieur, vu que moi je forme surtout des gens en sciences humaines, c'est de voir ce que vos collègues de langue peut aborder dans le cadre de l'étude du genre, votre collègue de français, d'histoire ou que sais-je. Et donc, par le biais du site, vous pouvez découvrir comment votre collègue peut aborder cette thématique au même titre que vous l'abordez. Et donc, de cette manière-là, de travailler de façon en interdisciplinarité et être complémentaires les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Le fait qu'il y ait un site qui vous soit ouvert, et je peux vous dire que c'est un travail long et passionnant, palpitant, mais qui est valorisant. Ce site vous permet justement d'aller en quelques clics, et les réflexions étaient très longues, de savoir combien de clics maximum avant que vous ne déchantiez. C'est aussi une partie du débat pour ne pas perdre la personne qui surfe sur le site. Et là, appel à des techniciens qui ont donné leurs compétences dans ce domaine-là. Donc, n'oubliez pas de jouer sur cette interdisciplinarité. Alors, le cours de diversité culturelle, justement, et de l'étude de genre est très intéressant. Je fais partie des anciens, vu que j'ai été un des premiers à donner ce cours de diversité culturelle et suivre les formations qu'il y a avec. C'était intéressant, c'était une remise en question d'abord de soi-même, aussi de sa manière un peu d'enseigner. Lorsqu'on a intégré la notion de genre, on l'a intégré sans réflexion au départ. Honnêtement, ça ne faisait pas partie du programme. Alors pour rassurer les personnes, je crois qu'on a bien évolué sur ce sujet. Mais ça m'a permis de prendre conscience combien nos étudiants vivaient avec des clichés de l'autre. Que ce soit le genre, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit la religion, il y a là toute une série de clichés dingues. Je vais vous donner une anecdote. En début de carrière, je donnais cours à une classe de 5e professionnelle, dans mon borinage chéri, que j'adore toujours. Et il y avait dans cette classe de 5e professionnel maçonnerie 5 étudiants d'origine belge, 10 d'origine italienne et 5 d'origine maghrébine. À un moment, il y a une dispute entre une personne d'origine italienne et une autre d'origine maghrébine. Et à un moment, dans la dispute, l'Italien dit « Toi, ta gueule, c'est à l'étranger ou maghrébin ». Qui est l'étranger? Ou tout simplement, quels sont les Belges? Où va-t-on quand on entend ce genre de discours? Ça m'a fait un peu réfléchir sur cette notion. Si la notion de racisme est bien combattue, et la loi de M. Moreau de 1980 est assez claire, même si on peut la contourner. Avant, c'était interdit aux étrangers. Maintenant, c'est la direction se réserve le droit d'entrée pour simplifier le problème. La notion de genre, c'est plus récent, même si des études existent depuis pas mal de décennies sur le sujet. Et Nadine nous a bien fait réfléchir tout au long des longues séances que le genre était quelque chose de sérieux et de réfléchi, et qu'il y avait des études aux 4 coins de la planète où on réfléchissait au problème. Donc, voilà un petit peu le contenu. Je voudrais quand même terminer par deux petites choses à vous amener à réfléchir. C'est que on vit dans une société qui évolue. Et je crois qu'on peut considérer que ce que nous vivons en Belgique, nous vivons quelque chose de positif. Quand on voit comment notre société belge a pu vivre avec toute une série de compromis, hein, c'est connu un peu partout, même si le 25 mai... certains voudraient faire éclater la Belgique, ça c'est un autre débat. On a quand même réussi à faire évoluer notre société en tenant compte de toute une série de paramètres. Et je trouve ça excellent. Par contre, je suis effrayé de voir, et là je rejoins ce qui était dit ce matin par Mme Petrovic, ce qui est en train de se préparer en Espagne, c'est un fameux recul. Les processions extrémistes nauséabondes et fascisantes d'une certaine classe française, j'ai très peur quand je vois ça. Et quand j'entends M. Poutine, pour ces Jeux olympiques d'hiver, dire les homosexuels peuvent venir, mais qu'ils ne s'approchent pas des enfants, j'ai peur quand j'entends ces propos. Moralité de l'histoire, ce qui est acquis un jour ne l'est pas pour toujours. Et là, on a intérêt à rester vigilant. Et c'est le rôle de tous les enseignants, c'est d'amener le débat au sein d'une classe sur le sujet, en étant sûr d'avoir la classe bien en main quand on veut évoquer le sujet. Moi, je n'aborde pas le genre de façon frontale. C'est quelque chose que je préfère éviter, mais lorsque je sens que le débat est possible, donc au niveau de la diversité culturelle et du genre, ou dans mes cours de sciences sociales, quand je sens que le débat est possible, je peux à ce moment-là apporter des arguments scientifiques pour lutter contre tous ces clichés, aussi bien éducatifs ou sociétals, que nos étudiants peuvent ressortir. Donc, moralité d'histoire, ce qui est acquis un jour ne l'est pas pour toujours, donc vigilance. Et ce n'est pas un discours politique comme on pourrait le croire. Voilà. Merci de votre attention.
Voilà, moi je préfère toujours parler autrement, donc voilà, je me rapproche de l'auditoire. Je suis historien de formation et psychopédagogue d'adoption. Ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que de ce site, il y a moyen de puiser des documents et de les adapter rapidement pour qu'ils soient pédagogiquement, entre guillemets, rentables. Alors nous allons commencer par quelques petits exemples que vous trouverez sur ce site. Je vais les donner pour plusieurs cours, puisque je donne essentiellement cours au CAP. Le CAP, c'est la formation des futurs enseignants de tout horizon, donc ce sont surtout des techniciens, mais ça va du plombier, du garagiste, ça va aussi jusqu'à l'ingénieur. Toutes ces personnes qui veulent enseigner les cours techniques, on doit leur donner l'ABC. Donc nous avons des cours de méthodologie et de didactique. Je vous présenterai le cours de didactique. Il existe aussi d'autres cours parce que le cours de neutralité, c'est l'équivalent de diversité culturelle parce que nous ne l'avons pas dans le CAP. Mais vous verrez que pour la neutralité, c'est un problème évident que l'égalité garçon-fille doit être soulignée et doit être initiée. Il y a également un autre cours, je vous montrerai la communication, comment on pourrait exploiter certains documents qui sont sur le site. Et alors enfin, je terminerai rapidement par Phénomène de société, qui vous montrera toute une série d'exploitations de documents aussi iconographiques. Commençons par le cours de didactique. Alors là, c'est au début la mise à l'honneur de l'initiation à l'interdisciplinarité, mon collègue en a parlé, et on va essayer de les mettre directement, donc de mettre les étudiants directement en contact avec un document, entre guillemets, choc. Il est tiré de Moi Belgique. On en verra quelques minutes. Sois belle et tais-toi. Ah, les femmes connaissent. Trop, beaucoup trop. Jusqu'au moment où, ras-le-bol, les femmes prennent la parole pour revendiquer le droit à la contraception, le droit à l'avortement et un traitement égal à celui des hommes. Je voudrais demander pardon à toutes les femmes pour les siècles de domination et d'exploitation sexuelle que nous, les hommes, nous leur avons fait subir. Ne demandons pas d'avoir devant nous des hommes culpabilisés. Et pourquoi? On sait très bien que nous avons été pendant des siècles dominés. Ça continue. Ce qu'on veut, c'est que ça ne continue pas. Nous sommes venus dire. Voilà. Alors, quand on a fait passer ce film, donc qui dure 5 minutes, on peut éventuellement le prolonger, mais enfin, on en restera là. Les consignes vont être données aux étudiants et ils vont devoir construire un cours selon les modèles normaux, c'est-à-dire qu'ils doivent faire une préparation correcte. L'objectif, c'est qu'après avoir pris connaissance donc, de l'émission, de la réflexion qui a été initiée par le petit montage, ils doivent construire une préparation de cours, mais tout à fait parfaite, dans sa discipline, et c'est vrai que nos étudiants sont de disciplines tout à fait différentes, et cette discipline doit être ancrée à la thématique de l'égalité garçon-fille ou de l'inégalité qui existe. On leur demande de développer la méthodologie et les références pédagogiques, donc c'est un cours complet, ils doivent donner les compétences, ils doivent donner les objectifs qu'ils peuvent réaliser dans leur discipline à eux, et alors surtout déterminer donc les compétences visées, et alors surtout proposer des pistes de collaboration avec 2 autres disciplines. Ça veut dire à ce moment-là qu'on les a ouverts à l'interdisciplinarité et que concrètement, ils devront organiser un cours en interdisciplinarité avec des collègues qui sont d'horizons tout à fait différents. Par expérience, on a souvent des projets qui sont hors du commun et qui sont parfois fous. On les met au travail pendant un certain temps. Ça représente quand même 2 ou 3 heures de cours quand tous les étudiants doivent passer. Voilà, ceci c'était pour l'interdisciplinarité. On peut voir un autre outil pédagogique dans le problème de la neutralité. La neutralité, c'est bien montrer que l'enseignement a connu une certaine progression. La neutralité veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas lié à des phénomènes religieux. L'enseignement, c'est avant tout, entre guillemets, neutre en tout cas. On ne prend pas parti. Ça ne veut pas dire
qu'on ne peut pas être neutre, mais ça j'en reparlerai tantôt. Et vous voyez bien que sur l'histoire de l'enseignement en Belgique, mais vous avez au départ un enseignement qui est avant tout laissé aux religieux, et petit à petit, à partir des réformes, mais il y a une autre tangente qui se fait, c'est d'abord un autre type d'enseignement, et puis après, on en arrive à un enseignement qui devient l'enseignement officiel, à tel point qu'en Belgique aujourd'hui, même si les réseaux existent, il y a deux grands réseaux. Il y a un réseau de l'enseignement libre catholique, il y a un réseau de l'enseignement officiel. Et on a même des places pour des réseaux qui sont libres mais non confessionnels. On va adapter ça à l'enseignement pour les femmes. Et si tu veux bien passer, ou pour les filles, la première qui a pris position, c'est Christine de Pisan en 1430. Mais je ne vais pas passer toutes les citations parce que ça va en faire beaucoup. Celle des Ursulines de Namur va être assez nouvelle également. En 1646, ils vont construire un projet éducatif. Donc, on passait en revue toutes les grandes étapes. Il y avait des citations qu'on aurait dû lire, mais je ne les vois pas venir. Donc ça, c'est un petit malheur dans le montage. Donc, on pouvait à ce moment-là percevoir autre chose, toute la croissance de cet enseignement qui faisait qu'actuellement, l'enseignement en 1967 est devenu le même pour les garçons et pour les filles. Et aujourd'hui, il y a même, à certains moments, plus de filles dans l'enseignement qui réussissent que de garçons. C'est vraiment une progression qui s'est réalisée. L'autre cours qui va nous intéresser, donc c'est le cours de communication sociale. Au départ des statistiques que nous avons fournies dans ce site, au départ de ces statistiques, on peut se rendre compte et on peut analyser les tableaux pour en donner les grandes tendances. Alors on voit bien que dans l'enseignement technique et professionnel, service aux personnes, c'est 46% des étudiants et étudiantes. À côté de ça, vous avez l'industrie, 15%, 12% pour la construction, et toutes les autres filières sont en dessous de 10%. Certaines sont même des filières comme l'agronomie et les sciences appliquées de l'ordre de 2%. Si on va voir plus loin dans les statistiques, on peut se rendre compte qu'il y a dans l'agronomie beaucoup de garçons, peu de filles. Le seul endroit où il y a plus de filles que de garçons, c'est en équitation. Alors, on peut évidemment épiloguer et discuter sur le pourquoi, le comment, mais là, ça devient des faits de société. Dans les beaux-arts, un petit peu plus de filles. La construction, très peu de filles, essentiellement des garçons. En économie, les filles sont légèrement plus nombreuses que les garçons. Et je dis bien, à chaque fois, on peut faire des analyses plus pointues et plus poussées. Dans l'habillement et le textile, c'est exclusivement féminin, pratiquement. Dans l'industrie, par contre, c'est essentiellement masculin. Et en sciences appliquées, c'est égalitaire avec une légère prédominance des filles. On va vite pour analyser ça. Je crois que dans certains cours, on peut les analyser en profondeur et recouper régionalement certaines des données, puisqu'on a donné tous les chiffres du nombre d'élèves qui suivaient les différentes filières par province et pour la Belgique. Voilà. Donc là, on peut terminer. C'est un outil pédagogique également pour le cours de phénomènes de société. Et là, on peut regarder cette lithographie qui montre la place de la femme. Alors, ce n'est pas neutre. Si on regarde bien au milieu, tu pousses une fois, vous voyez que c'est la création. Et Dieu crée l'homme. Vous voyez que l'homme est en train de dormir et que c'est la femme qui se lève la première. Et si on regarde bien, on se rend compte que sur la gauche, les deux seules fois où apparaît l'homme, c'est au moment de la rencontre et des fiançailles et au moment de la naissance. Et puis après, on le revoit une dernière fois quand il aide la femme à venir s'asseoir sur le fauteuil pour la retraite. Donc, on voit, entre-temps, la dame est tout le temps occupée avec quelqu'un d'autre. Les enfants, des personnes peut-être plus âgées parfois, mais elle n'est jamais seule. Par contre, si on regarde du côté de l'homme,
on voit. Alors, ce n'est pas neutre non plus. La pomme d'Adam, avec toute la signification que ça peut vouloir dire. Ici, l'homme est auprès de la femme, une deuxième fois, mais il a déjà pris son fusil de chasse. Et puis après, on le voit triomphant, et il n'y a plus que lui qui est tout seul. Donc on se rend compte que, en communication sociale, en analysant comme cela les différents éléments, on peut traduire autrement la réalité. Et je vais vous passer quelques autres petites images. Prosternation devant un pantalon. Vous voyez ce que ça peut donner? Alors, en communication sociale, on peut évidemment épiloguer. Regardez ce piano moderne, en sachant que la femme est maintenue dans l'ignorance. C'est ce dont on ne se rendait pas compte non plus, parce que la femme travaillait beaucoup, même pendant la révolution industrielle. Or, on retient surtout le travail de l'homme. On ne voyait pas que la femme pouvait travailler. Et par contre, cette image qui suit, voilà, c'est rare quand on la voit dans les années 1935. On terminera, la femme doit suivre son mari partout. Et vous voyez ce que ça donne quand on commence son apprentissage en voiture. J'ai essayé de cette façon-là de vous montrer que, au départ de ce site, on pouvait puiser l'un ou l'autre document et en faire des documents parlants qui pouvaient analyser la problématique sans nécessairement devoir trop fouiller, mais comme ça, parfois de façon humoristique aussi. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc je m'appelle Christine Thomas, je suis chargée de cours et coordinatrice d'une section certificat d'aptitude pédagogique ici à Bruxelles. Alors c'est une grande école, c'est l'Institut Roger Gilbert, grande par sa taille tout d'abord, puisque nous comptons en tout 900 étudiants, dont 450 étudiants qui suivent la formation CAP. Donc nous avons évidemment beaucoup de possibilités différentes en termes d'horaire. Il y a moyen de faire la formation en 1, 2, 3 ans ou 18 mois. Tout dépend évidemment du diplôme du candidat lors de son inscription. Et ça compte à peu près 30 chargés de cours, profs et experts. Donc, je suis chargée de coordonner tout ça. Et donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est de lancer quelques pistes. Alors déjà, mon collègue Jean-Pierre, ici, vient de vous offrir un très beau panorama de ce qui est susceptible d'être fait avec ce module. Moi, je rajouterais peut-être à sa liste le cours de formation humaine et générale, qu'on retrouve notamment dans le module UF2. Je pourrais également aussi ajouter les stages qui constituent un module à part. Et justement, dans notre école, l'intention est de mettre spécifiquement dans le dossier de stage, et donc on le fera figurer aussi dans les exigences faites à nos étudiants, c'est qu'ils chosent justement leurs fameuses lunettes de genre lorsqu'ils vont observer dans les établissements. Donc effectivement, nos étudiants, vu que c'est un CAP, sont essentiellement des futurs professeurs dans les cours, dans l'enseignement qualifiant, donc de technique, cours techniques et de pratiques professionnelles. Et donc évidemment, en fonction de leurs orientations, on a des sections qui sont relativement bien mixtes. Et puis, comme vous l'avez vu dans les statistiques il y a un instant, il y a des sections qui sont à peu près désertées par l'un ou l'autre sexe. Donc qu'est-ce qui est possible de faire à ce moment-là ? Je pense qu'il existe évidemment l'outil dont il est question aujourd'hui. Il en existe d'autres. Vous connaissez peut-être Girls' Day, Boys' Days, qui lui aussi est destiné à essayer de revaloriser certaines formations auprès de l'un ou l'autre sexe, ou devrais-je dire genre, parce que maintenant je commence à hésiter, évidemment. Donc voilà, il y a pas mal moyen de faire de choses. Et alors, ce que nous souhaitons faire également, ça a déjà été fait cette année, c'est d'organiser des conférences qui s'adressent à l'ensemble du personnel étudiant,
étudiants de chez nous, enseignants et d'éducateurs de la COCOF, puisque c'est notre pouvoir organisateur. Et donc, à ces conférences peuvent être abordées justement ces questions. Ça l'a été, j'en ai donné une par exemple, qui portait sur les stéréotypes de genre dans les médias versus stéréotypes de genre dans les manuels scolaires. Donc là, évidemment, j'ai utilisé Sexe et Manuel qui vous a déjà été précédemment présenté. Et là, j'ai repris aussi ma casquette de journaliste, parce que je suis journaliste au départ, et je me suis beaucoup intéressée aux clichés dans les publicités et dans le monde général des médias. Pour l'année prochaine, ce que nous voulons faire également, c'est faire des conférences. On a une d'ailleurs qui va venir tout prochainement, destinée vraiment à l'intérieur de notre institut, et là ne plus uniquement s'adresser au public du CAP, mais également à d'autres sections. Et nous profitons aussi des journées portes ouvertes pour faire ce type de présentation. On va probablement faire aussi des formations, entre guillemets, internes, sous forme de séminaires. Et voilà, nous espérons petit à petit, comme ça, sensibiliser les collègues, parce que nous pensons également que ce n'est pas de manière frontale qu'il faut s'y prendre, mais petit à petit faire percoler ces idées dans les différentes pratiques des uns et des autres, et que ça ne soit pas le monopole de l'un ou l'autre chargé de cours. Il faut vraiment que ces choses soient abordées de manière transversale, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va arriver petit à petit, modestement, mais sûrement, à arriver à certains résultats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, moi je travaille à la Haute École Francisco Ferrer, ici à Bruxelles, et pour ce cours d'initiation à la dimension de genre et de diversité culturelle, je travaille aussi bien avec les étudiants et les étudiantes en maternelle, en primaire, en secondaire et avec des étudiants en éducation physique. Bon, alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de valoriser la mise ou de mettre en valeur les lunettes de genre au travers des ateliers de formation pratique. Alors, il y a des ateliers de formation pratique dans toutes les écoles de formation d'enseignants et enseignantes. Et moi, j'avais envie de le faire au travers de ça pour attirer l'attention des étudiants dans n'importe quel cours, quelques cours qu'ils donnent, d'avoir un regard. J'ai voulu valoriser le regard qu'on peut ou qu'on doit apporter aux enfants, mais aussi l'écoute qu'on doit avoir. Ce ne sont pas que des lunettes finalement qu'on doit mettre aussi, mais tendre l'oreille vers ce que les enfants nous disent et nous apportent pour enrichir et pour construire nos leçons. Alors dans le cadre de ce travail avec mes collègues, j'ai eu l'occasion, ça c'est grâce à ce travail parce que j'aurais pu le faire depuis bien bien longtemps puisque je fais une descente entre guillemets sur les terrains professionnels depuis plus de 30 ans maintenant et que grâce à cette collaboration, j'ai pu obtenir le soutien d'une équipe vidéo de la Haute École et ça c'est vraiment... Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et donc, j'ai pu réaliser pendant ce temps de travail 3-4 séances, je ne sais plus exactement, dont je vais vous proposer un tout petit extrait aujourd'hui, évidemment pas davantage. Alors, l'extrait dont je vais vous parler maintenant a été fait en collaboration avec une institutrice primaire. Donc, dans le cadre des ateliers de formation pratique, j'ai pour habitude, depuis si longtemps, d'élaborer, d'échanger, d'élaborer des séquences de travail avec les enseignants. Donc, j'ai une idée, ou nous avons une idée dans le cadre d'un cours ou dans une idée de formation. Je vais rencontrer la personne et je lui dis si nous construisions ensemble tel type ou tel autre de séquence. Une séquence de référence, comme on dit. Hein. Quand j'ai débuté ma carrière, on appelait ça des leçons type, mais c'est une appellation bien lointaine et dépassée. Donc on construit ensemble une séquence de référence. Et ce qui est intéressant, et c'est pourquoi j'ai voulu absolument montrer ou travailler dans ce sens-là dans le cadre de ce travail,
c'est que c'est aussi un travail qui nous montre l'importante et indispensable collaboration entre le pédagogue, le chercheur, mais aussi tout enseignant de quelque terrain du fondamental qui est indispensable. Et ça me tient personnellement beaucoup à cœur de pouvoir le dire, que nous ne sommes rien les uns sans les autres et que ce serait bien plus intéressant si on travaillait plus souvent ensemble à l'élaboration de la formation des étudiants. Donc ça m'a permis de faire cela. Alors donc voilà, nous sommes à l'école primaire à Bruxelles, en 2e année primaire dans ce cas-ci, dans la classe de Madame Dufour. Et nous sommes au mois de janvier, quand vous allez les voir. Depuis le mois de septembre, Madame Dufour est allée très régulièrement à la bibliothèque attenante à son école, où elle se rend d'ailleurs très régulièrement pour d'autres sujets, mais elle a cette fois-ci demandé et fait avec la bibliothécaire des lectures de contes très diversifiés, des contes traditionnels, des contes classiques, des contes de pays multiples et variés, des contes dont les héros sont parfois des beaux grands garçons musclés, courageux, forts, etc., qui sauvent la princesse, mais parfois aussi des contes où il peut rencontrer une petite faiblesse, ou au contraire où la princesse, elle aussi, est vaillante, courageuse, etc. Donc des contes, on va les appeler stéréotypés et contre-stéréotypés. On va les appeler comme ça aujourd'hui. Donc elle a lu beaucoup de contes. Et puis par la suite, elle a demandé aux enfants de choisir le conte qu'ils avaient préféré voilà. Et c'est sur ce conte-là qu'elle compte s'appuyer pour travailler avec eux le schéma narratif, le départ du schéma narratif. On est en 2e primaire, donc c'est vraiment le tout début. Ils ne vont pas encore vraiment construire à fond, écrire et rédiger leur propre histoire d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit par la suite. Alors, donc voilà, elle a choisi... tu pouvais peut-être montrer la couverture du livre, d'abord les images. Voilà, donc ça, c'est le conte que les enfants ont choisi comme étant leur conte préféré. C'est un conte dans lequel la princesse va sauver effectivement le prince. Il est vraiment avec les rôles dits renversés. Il va sauver un prince des griffes d'un très méchant dragon. Et quand elle parvient à ses fins, elle est un peu échevelée et ses vêtements sont abîmés, salis par les combats multiples et variés. Et quand le prince la voit, il lui dit « Mais attends, où est ta belle robe, etc. Tu me déçois beaucoup. » Et elle décide qu'il est trop bête. Elle n'en veut plus que pour époux parce qu'il est trop bête de penser ces choses-là et elle le laisse là. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont choisi. Ouais. Ça c'est un hasard, ils auraient pu très bien en choisir un autre, ça n'aurait posé forcément des problèmes à personne. Alors l'idée de l'institutrice est de créer un livre des contes, c'est-à-dire que les enfants ont dessiné par la suite différents types de personnages. Après tous ces contes, alors... on a quelques exemples de personnages. Donc ils ont chacun dessiné des personnages qui pourraient être des héros d'un conte qu'ils pourraient ensemble, en classe ou en petit groupe, concrétiser. Alors en voici un, c'est un roi. Alors ils ont aussi défini ensemble, et vous allez le voir sur le site, on a dû faire un choix de diapositives, enfin de slides bien entendu, mais vous allez voir qu'ils ont aussi développé les adjectifs qualificatifs pour décrire ces contes, ils ont une palette. Donc ils ont dessiné des cartes avec aussi les caractéristiques de leurs personnages, puis et le lieu de l'action, dans ce cas-ci c'est une grotte, je vous le dis, c'est une grotte, donc ce personnage-là, le roi ventripotent, pourrait très bien habiter une grotte comme il pourrait très bien habiter le château. Ici c'est le même enfant qui a dessiné. Donc à partir de là, donc, ils ont fait une série de cartes de personnages, une série de cartes de lieux, une série de cartes d'objets magiques et une série de cartes problèmes, le problème que le héros va rencontrer. Et puis par la suite, je vais les laisser utiliser et vous montrer ce qu'ils font. On a commencé par la création de fiches personnages, mais on a, sans trop insister, sans même insister du tout, certaines filles se sont lancées dans la création d'un personnage. Alors, on a vu des filles chevaliers, on a eu des filles cow-boys, une fille bandit.
Mais à l'inverse, pas. On n'a pas eu, comme je disais tout à l'heure, les garçons qui se sont lancés dans un personnage de fille, enfin de fée, ou même de magicienne. On n'a pas eu. Alors, la petite fille. Un lieu. Au Far West. Qui a besoin d'objets magiques. Une clé magique. Bon, un adjectif. Qui est voilà, gracieuse. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ça va? Donc je te laisse le temps, tu fais un petit peu là-bas, tu réfléchis, quand tu as trouvé, tu lis. Alors, première étape, tu dois choisir un personnage. Vas-y, tu vas pêcher. Ah! C'est qui? C'est quoi? Une fée. Une fée. Deuxième chose, un lieu. Une fée dans un chapiteau. Dans un cirque. Ouais, dans un cirque. Quel est le problème de la fée? Tu peux le lire derrière la fiche. Elle n'a plus de pouvoir dans sa baguette. Ah, sa baguette n'a plus de pouvoir. Mais elle va avoir un autre objet magique. Une baguette magique. Qui? Je sais pas. Une qui parle. Une baguette qui parle. Bon. Ton adjectif? Comment elle t'a fait? Comment elle a fait, pardon? Bonjour, je m'appelle la fée Cristal. Je vis dans un chapiteau. Un jour, j'ai perdu tout mon pouvoir. Et pour avoir du pouvoir, il faudrait avoir de l'électricité. Elle ne savait pas où trouver de l'électricité. Si vous voulez connaître la suite, allez dans le prochain épisode. Voilà, donc sur le site, vous trouverez aussi 2-3 autres séquences d'explications de l'institutrice. Bon, mettre ses lunettes de genre, c'est aussi, on l'a déjà dit, présenter, ne pas présenter l'ensemble des artistes, par exemple, ne pas se contenter des artistes les plus connus qui, peut-être, un peu souvent, sont des messieurs. Mais c'est aussi analyser un catalogue de jeux, de jouets à l'école maternelle. Et ça, ce sont les 3 activités que j'ai eu l'occasion de vous présenter jusqu'à présent sur ce site, mais j'espère pouvoir en faire d'autres. On verra bien. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc je suis Laureline Hélin, je donne cours à la HEH, section pédagogique à Tournai, en section éducateur. Et s'il y a bien une section où le bachelier professionnalisant prend tout son sens, c'est la section éducateur, où j'ai la chance d'enseigner l'éducation aux médias. Alors, si par volonté d'une certaine approche culturelle, je ne peux pas m'empêcher de donner un très bref aperçu historique des médias, et pour dire vrai plus précisément du cinéma, je me trouve confrontée à des étudiants qui n'auront jamais peur de me contredire, de donner leur opinion et surtout, pour mon plus grand bonheur, même si ça me donne mal à la tête, de toujours me demander pourquoi. Alors quand je leur enseigne dès la première année le langage cinématographique, autant vous dire que je ne peux pas du tout déblatérer ma théorie sans justifier à quoi ça sert madame. Et me voilà partie à leur expliquer la contre-plongée avec une analyse d'une affiche qui met en valeur évidemment le sujet photographié. Alors, il est clair que je peux passer
et je le fais d'ailleurs, hein, par des images de Hitler sous la caméra et l'œil de Leni Riefenstahl, toujours dans une idée de sensibilisation à la culture et à l'histoire, mais je dois surtout gérer avec eux un débat sur la mode, sur l'influence de celle-ci, qui, relayée par les médias, peut avoir des conséquences néfastes sur l'estime des adolescents, en poussant jusqu'à l'endoctrinement vers le culte du corps, et qui peut mener ces dits adolescents, qui sont une partie des bénéficiaires de mes étudiants, vers, on peut le dire, des maladies telles que l'anorexie. Alors, je ne donne pas un cours de genre proprement dit, mais je dois l'inclure sans arrêt dans la pratique de mes leçons, et sur des sujets aussi éloignés que l'utilisation de Facebook ou la vision du handicap dans le cinéma. Alors sur le site Filles et garçons, une même école, vous trouverez une séquence qui est malgré tout extrêmement genrée d'un de mes cours, qui est extraite de mon module que je donne en seconde année, toujours en section éducateur, sur le thème de l'utilisation du dessin animé. Dans ce module, j'aborde tant les Simpsons que les mangas, Disney, Shrek, etc. Et j'y ai effectivement inclus une série de leçons sur l'évolution de la femme chez Disney. Ce qui, vous vous en doutez, me permet de switcher entre genre et conscientisation d'une réalité historique. Alors, je commence, puisqu'on est chez Disney, par le premier long métrage de Disney, qui est Blanche-Neige et qui date de 1937. Les étudiants visionnent 2 séquences du film. La première commence lorsque le chasseur ne peut la tuer et lui demande de se sauver. Et donc cette séquence se poursuit dans la forêt où Blanche-Neige prend peur face aux ombres, aux arbres, au bruit, etc. Et la seconde est juste après son arrivée chez les nains, où dès son entrée, elle fait le ménage de manière à se faire accepter. Et elle a aussi cette réflexion face au désordre qui règne chez les nains, où elle dit « Oh, mais c'est à leur mère de le faire. Oh, mais ils n'ont peut-être pas de mère. » Alors, mes étudiants soulèvent très très vite la niaiserie de Blanche-Neige et s'étonnent parce que très souvent ils ont un bon souvenir de ce dessin animé qui est très daté au niveau des chants, des dialogues, et il est quand même bon. Enfin, moi, techniquement, je ne peux que leur rappeler que pour 1937, c'est un chef-d'œuvre. Mais ensuite, il va sans dire que on va aborder la problématique de cette ménagère modèle, et ça va nous permettre de remettre en place des dates qui sont importantes, comme le droit de vote des femmes, mais aussi des choses beaucoup plus pratiques, toujours pour mes étudiants éducateurs, c'est-à-dire que je fais en parallèle un PowerPoint qui leur présente, on en parlait tout à l'heure, un catalogue de jouets où le petit aspirateur est rose, où la petite fille est devant une mini-table à repasser, un chariot de nettoyage, etc. Et ça nous permet d'introduire cette notion du conditionnement. Alors, la question de synthèse de cette toute première partie de mon module, c'est: est-ce que Blanche-Neige peut rester un modèle pour les petites filles du XXIe siècle? Alors, ça perturbe très fort mes étudiants parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il y a toute cette problématique qu'on vient de soulever et qui est évidemment dans Blanche-Neige extrêmement caricaturale. Mais si on reprend la toute première séquence, il y a, je dirais, des perles pour un éducateur. C'est-à-dire, quand Blanche-Neige se sauve dans la forêt, et je ne vous donnerai que cet exemple-là, elle tombe à un moment à l'eau, et il y a des troncs d'arbres. Et ces troncs d'arbres deviennent, au moment où elle les regarde, des crocodiles. Mais ils ne sont pas dessinés comme le superbe crocodile dans Peter Pan. Ils restent sous forme de troncs d'arbres. Et c'est là où il y a tout l'intérêt, c'est parce que c'est son regard porté sur le tronc d'arbre qui lui a donné la peur. Mes étudiants éducateurs sont évidemment confrontés, vous vous en doutez bien, en hébergement dans l'aide à la jeunesse, par exemple, à des terreurs nocturnes, à des cauchemars, etc. Et donc, il est important de leur montrer, en fait, qu'on ne peut pas
dans un média, le considérer comme bon ou mauvais. On peut avoir des critères objectifs, se dire ça date de 37, ça c'est sûr. Mais on peut trouver des choses extrêmement intéressantes et des choses absolument catastrophiques à quelques minutes d'intervalle dans le même dessin animé. Alors c'est à la suite de ce volet que le site Filles, Garçons, une même école est présenté à mes étudiants. Et bien que je le répète, le genre est saupoudré dans quasi chacune de mes leçons depuis leur première année, si ce n'est d'ailleurs par moi dans la théorie, quoiqu'avec des éducateurs, la théorie, c'est jamais très théorique, mais le genre ne manque jamais dans leurs débats. Hein. Et j'ai effectivement encore la chance de travailler sous forme de classe de plus ou moins 25 à 30 étudiants, et avec ce type d'étudiants, les échanges sont toujours extrêmement riches, pimentés, et je me fais souvent beaucoup plus modérateur qu'instructeur. Mais revenons-en à l'utilisation du site. La grande difficulté qu'un éducateur va rencontrer face aux sources, qu'elles soient dans le site Filles, Garçons, une même école, ou qu'elles soient dans d'autres sites internet, dans des livres, c'est qu'il est très rare de trouver des fiches toutes faites. Si je m'en réfère à mon propre cours, il suffit d'aller dans une bonne librairie pour trouver apprendre avec la presse du CP au CE2, c'est-à-dire donc de la première primaire à la troisième primaire. Et je ne dis pas que les enseignants ou les futurs enseignants n'ont qu'à ouvrir le livre, faire une photocopie, reproduire ce qui est proposé comme une recette de cuisine. Mais tout comme en cuisine, ils peuvent s'en inspirer et puis aller mettre leur grain de sel. Tandis qu'un éducateur, un futur éducateur, devra vraiment faire une gymnastique cérébrale, c'est-à-dire qu'il doit aller puiser dans cette fiche d'activité, que ça soit dans notre site ou, comme je le disais, dans Apprendre avec la presse, et il doit casser tous ces repères, même des repères spatio-temporels. Parce que même si il n'a jamais désiré être enseignant, il est sur les bancs de l'école depuis qu'il a 2 ans et demi. Et donc forcément pour lui, quand il transmet quelque chose, quand il réalise une activité, il a tendance, surtout lors de ses premiers stages, à voir les choses, moi debout, ou en tout cas moi maître, et vous assis bien calmement devant une table. Et ce n'est pas du tout sa réalité du terrain. Donc il faut casser tout ça. Et donc, quand il va s'inspirer de notre site, il va devoir faire cette même gymnastique. Et donc, je leur présente le site et tout ce qu'ils peuvent y trouver, tout en sachant qu'ils doivent faire cette gymnastique cérébrale qui est de « je casse le modèle enseignant et moi, je me retrouve en tant qu'éducateur ». Donc, s'ils travaillent, par exemple, avec des enfants en dessous de 6 ans ou dont la déficience mentale rapproche de ce type de public, je vais travailler avec eux sur la partie maternelle et donc ils devront transformer quelque part toutes ces informations. Alors, il est évident que changer le système de pensée sera bien entendu difficile, même avec des étudiants qui ont une si grande ouverture d'esprit. C'est un travail de longue haleine, mais je pense que ça soit dans mon cours ou dans d'autres, et c'est là où c'est très important qu'il y ait bien sûr un cours sur le genre, mais surtout que le genre puisse être inclus dans tous les cours, quelque part. Et donc, c'est en enfonçant le clou avec régularité qu'on peut espérer une évolution certaine au niveau, justement, de cette égalité filles-garçons. Merci. Voilà, si je calcule bien, je suis la dernière à passer. Je crois qu'après moi, il n'y a plus personne. Alors moi, comme mes 3 collègues qui ont précédé, j'enseigne donc, je m'appelle d'abord Nejla Pelivan, j'enseigne dans le CAP et où je donne des cours de didactique, des cours de psychopédagogie. J'encadre également les étudiants lors de leurs stages et leurs travaux de fin d'études. Donc je les vois assez régulièrement donc, pendant l'année. Alors ici, ce dont je vais vous parler, donc c'est la première dia, Audrey, si tu veux bien. Donc ce sont 2 dispositifs que je vais vous présenter, qui ont été créés par les 2 groupes d'étudiants au cours de didactique. Alors, il y a eu d'abord une phase d'observation de la dimension du genre dans les écoles techniques et professionnelles du Hainaut. Donc, vous retrouverez justement ce questionnaire sur le site du Filles Garçons, une même école pour tous.
Et il y a une deuxième lecture des graphiques qui est liée à la répartition des métiers donc, dans l'enseignement et que Jean-Pierre Chal justement a exposé en montrant bien donc, la répartition. Voilà, alors donc les étudiants partent de cette première observation où ils voient en effet que dans 73% des cas, l'enseignant signale les comportements stéréotypés dans la classe. Dia suivante. Ensuite, ils observent que finalement, ces mêmes enseignants, s'ils signalent les comportements stéréotypés, ils ne réagissent pas, ou en tout cas, ils n'incitent pas les élèves à la réflexion par rapport à ces comportements stéréotypés. Donc ça, c'est le premier constat qui est observé par les étudiants. Ensuite, se suit, bien entendu, mais là, je ne l'ai pas encore ajouté de graphique parce que je savais qu'aujourd'hui, vous alliez en manger à toutes les sauces, ces graphiques. Je viens passer la dia suivante. Donc, les étudiants prennent connaissance, bien entendu, de la répartition donc, des métiers dans l'enseignement technique et professionnel. S'ensuit une phase de réflexion et d'échange entre eux par rapport donc, à cette dimension du genre, parce que c'est vrai qu'aboutir tout de suite sur la mise en place de dispositifs, c'est pas aussi évident, donc il faut d'abord travailler les représentations et les raisons pour lesquelles évidemment on passe ce type de module au sein des cours. Ensuite, les étudiants pensent, réfléchissent à comment eux-mêmes au quotidien ils peuvent agir dans leur propre classe, et donc deux dispositifs naissent. Donc voilà, deux dispositifs, Audrey. Alors le premier dispositif, c'est un projet, là pour l'instant, qui va avoir lieu, si tu veux bien revenir juste un tout petit peu en avant. Donc l'objectif de ce projet, c'est de présenter les métiers respectifs des étudiants et de sensibiliser des élèves à la notion du genre. Alors vous voyez ici, je ne vais pas tous les lire, les métiers qui sont représentatifs donc en CAP. Je veux bien la dire suivante, Audrey. Alors pour qui ? Alors le projet il est destiné à 4 classes de 2e secondaire. Comment ? Donc les étudiants ont organisé 6 ateliers métiers où ils invitent donc ces 4 classes ou dans notre propre école. Et donc quand aura lieu ce projet, donc le 18 février. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous faire de feedback quant à la qualité du projet, mais si vous le direz, bien entendu, je le déposerai sur le site. Je veux bien le deuxième. Alors le deuxième dispositif, c'est l'introduction dans les canevas de leçons de la notion du genre. Donc j'ai demandé aux étudiants, un petit peu à l'image de ce que Jean-Pierre Chal a fait, d'introduire dans leur préparation de leçons, puisque je les encadre lors de leur stage, la dimension du genre. Alors, pour qui ? D'abord pour les élèves, bien entendu, et les enseignants eux-mêmes. Comment ? Avec une dose de créativité, parce que, comme on l'a bien dit tout à l'heure, sur le site, vous ne trouverez pas de leçons toutes faites dans lesquelles vous pouvez puiser et aller les utiliser telles quelles pendant les cours. Et puis, forcément, c'est testé dans toutes les écoles, et plus particulièrement dans les écoles du Hainaut. Et donc, quand ? Pendant leur stage actif. Alors voici donc ici quelques exemples donc de Canva. Donc dans le cours de technologie qui se rapporte en 6e technique de qualification, on demande par exemple justement dans l'école de mon collègue Jean-Pierre Chal, on demande aux étudiants de construire une machine à laver idéale. Et donc on leur dit voilà les instructions qui suivent afin d'identifier les attentes des utilisateurs, utilisatrices. On demande d'interroger 3 publics cibles. D'abord les personnes qui utilisent une machine à laver. Ensuite, interroger donc, les vendeurs-vendeuses des machines à laver, interroger les centres, les personnes qui fréquentent les centres de lavage, prendre en compte des caractéristiques qui sont propres aux machines, mais aussi les caractéristiques des personnes qui utilisent ces machines et de créer une machine à laver unisexe, en somme. Voilà. Donc ça, c'est un réel projet qui est en train d'avoir lieu donc, dans l'école de mon collègue. Alors un autre exemple de Canva donc, que les étudiants ont mis sur pied, donc c'est une étudiante qui donne cours dans l'enseignement de promotion sociale. Alors, bien entendu, il faut savoir aussi qu'on demande à nos étudiants de respecter assez scrupuleusement le référentiel des compétences. Et dans les référentiels de compétences, actuellement, la dimension du genre n'est pas présente. Et donc, ils doivent toujours, bien entendu, quand ils construisent leurs leçons, respecter la compétence qu'ils doivent enseigner, mais en même temps, l'introduction de cette dimension ne peut pas occuper une proportion importante pendant la leçon qui est donnée. En plus, quand ils sont sur leur lieu de stage, il faut savoir que les maîtres de stage ne sont pas toujours des partenaires proactifs pour ce genre de projet. Et donc, il faut faire preuve de pas mal, on va dire, d'ingénierie intellectuelle pour introduire cette dimension du genre dans le cours. Et donc, voilà, ici, ce qu'elle fait, par exemple, c'est projeter une vidéo qui est créée par un homme, et qui est créée par un homme, non, un site, où un homme crée des produits cosmétiques, et l'étudiante projette un homme qui explique la création de ces produits cosmétiques. Et donc ce sont, je crois, majoritairement des femmes
qui regarde donc l'homme expliquer. Et puis après, s'ensuit évidemment parfois certaines réactions. Mais c'est simplement un éveil à cette réalité. Voilà un autre exemple. Toujours la même étudiante, mais qui donne cours d'esthétique, elle, dans l'enseignement secondaire, en 4e. Donc ici, elle leur propose un questionnaire pour un peu vérifier l'état de leurs connaissances en début de cours. Donc voilà 10 questions. Je crois que les 2 dernières questions sont intéressantes. Les premières, après, les 8 premières ne nous intéressent pas. Mais dans les 2 dernières questions, elle introduit la dimension du genre. Et elle dit, les manœuvres du modelage sont différentes pour la manucure d'un homme. Et donc voilà, elle pose la question, et donc évidemment les étudiants, les élèves ne sont pas insensibles. D'autres questions, un homme ne peut pas être manucure. Et là j'ai assisté à cette leçon, et c'était une réalité pour les élèves du secondaire en disant non, un homme ne peut pas être manucure. On ne peut pas imaginer qu'un homme puisse nous toucher les mains et commencer à nous manipuler les mains. Donc ça c'est une réalité. Voilà. Et donc elle n'intervient pas parce qu'elle n'est pas formée, bien entendu, pour... travailler sur ces représentations, mais elle introduit cette dimension, comme vous le voyez, et ça fait réfléchir les élèves. Voilà, un autre canevas. Là, ça se donne, on a un docteur en biologie, donc ça c'est une proposition d'un étudiant qui est docteur en biologie, et donc pendant son cours de physique, lui propose la mise en situation suivante, donc de venir avec des maquettes de fusées et des images de cosmonautes casqués, faire découvrir l'identité du ou des cosmonautes qui seraient en l'occurrence féminins, montrer aux jeunes que ce métier est hautement qualifié et possédant donc une aura extrêmement positive, peut être féminin comme masculin, et puis montrer aussi aux jeunes filles que la physique et l'astrophysique sont aussi des voies féminines. Donc tout simplement montrer cette réalité du terrain, c'est déjà faire travailler les représentations. Alors encore un autre canevas, et c'est sur celui-là que je terminerai. C'est un étudiant qui photographe et qui donne des cours de photographie en 7e professionnel. Il propose la mise en situation suivante à ses étudiants. Donc depuis l'apparition de la photographie, activité longtemps restée aux mains des photographes masculins, le corps féminin est photographié et magnifié sous prétexte qu'il sied mieux à la lumière. Mais, dit-il, n'y a-t-il pas là une autre forme de sexisme social nous empêchant de penser autrement ? Sommes-nous tous capables de faire abstraction de notre sexe pour photographier le corps ? Alors il donne les consignes de travail, il leur dit rechercher des images de corps issus de l'œuvre d'un photographe et d'une photographe. Et il insistait à ce que je dise d'un photographe et d'une photographe, et que je ne dise pas d'un, entre parenthèses, une photographe, donc pour bien montrer cette dichotomie. Inspirez-vous de leur travail lumière, ambiance, style et traitement, reproduisez ce style en inversant les sexes, oui, soit en remplaçant les modèles féminins par des modèles masculins, soit en remplaçant le photographe par une photographe ou inversement. Et alors, je crois que ce sera le mot de la fin, parce que je pense que cette phrase, elle est la bienvenue. Il dit aux étudiants, tirez le meilleur rapport sujet, lumière, photographe, sans considération de genre. Qui souhaite intervenir, questionner, réagir, compléter, interpréter ? C'était vraiment intéressant, beaucoup de pratiques sont vraiment très intéressantes. Il y a malgré tout quelque chose qui m'a, je vais être franche, un peu choquée dans l'introduction du site au maternel de vous, Madame Tenay. C'est de partir, et je trouve ça très dommage, de partir des, entre guillemets, mauvaises pratiques du terrain. Je trouve que cette manière de voir les choses, d'abord, elle n'est pas très pédagogique, et puis, deuxièmement, elle participe à la dévalorisation des enseignants maternels, pour qui j'ai énormément de considération. Je crois, pour avoir vu beaucoup de pratiques de la classe maternelle, il y a beaucoup de bonnes choses, et je crois qu'on pourrait partir d'abord des bonnes choses, avant de partir des mauvaises choses, même s'il y en a, comme dans à tout niveau. Voilà. À part cela, je trouve que les clichés que vous mettez en évidence, enfin les choses à changer, l'histoire, étiquette rose, etc., c'est une très bonne chose. Mais je trouve qu'il faudrait partir des bonnes choses, et il y en a beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Qui souhaite co-intervenir, témoigner, relever, synthétiser, provoquer? Je m'approche, hein, c'est dangereux. Non, personne, nobody. Oui. Oui, moi, peut-être que j'ai décroché à certains moments dans l'après-midi, mais je me demandais s'il y avait des outils de
de décodage des attitudes sexistes des enseignants eux-mêmes. Si ça, vous avez prévu dans l'outil, parce que je me dis, bon, avant de... Je trouve que quand on s'intéresse à la thématique, on doit se dire, tiens, qu'en est-il de de ce que je véhicule moi aussi au niveau du sexisme? Donc, est-ce que je suis une pédagogue non sexiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je peux me remettre en question dans une série de savoir-être. Donc, au-delà de, par exemple, l'aménagement d'une classe, de l'environnement, du choix des manuels. Voilà, je sais que les Suisses ont fait un outil intéressant là-dessus. Et voilà, je voudrais savoir si vous avez travaillé cette thématique. Merci. Donc en fait, dans le fameux questionnaire auquel Nejla a fait allusion et donc qui est téléchargeable sur le site, il y a une série de questions qui invitent le stagiaire à observer certaines choses qui justement rejoignent ce que vous souhaitez. Donc la manière de s'adresser aux élèves, les exemples pris. Alors je ne sais pas évidemment si la finesse du questionnaire répondra à votre attente. Pour s'en en apercevoir, il faudra aller voir sur le site. Mais peut-être que justement ce questionnaire peut servir d'indicateur, forcément incomplet bien entendu, parce qu'il y a 1000 manières d'être sexiste aussi dans sa manière de donner cours. Donc évidemment, toutes les possibilités n'ont pas pu être intégrées dans le questionnaire. Mais en tout cas, je pense que des axes importants ont été dégagés à ce niveau-là. Merci pour ces précisions, je vous en prie. Oui, et par ailleurs, un peu partout dans le site, dans les parties pratiques professionnelles, vous allez retrouver quelques questions. Posez-vous tel type de questions. Lorsque vous choisissez un manuel, réfléchissons ensemble à des propositions de réflexion pour nous faire progresser, développer l'aspect réflexif. C'est ça. Mais il n'y a forcément aucune recette ou contre-recette. Ne faites pas ça parce que ça, c'est pas bien. Évitez forcément la chasse aux sorcières, évitez de pointer du doigt effectivement des mauvaises pratiques. C'est vrai. Donc on sera davantage à susciter la réflexivité tout au long du site. Oui, c'était pour répondre par rapport au sexisme dans l'attitude. C'est comme c'est des choses qui se font de façon très fine et qui sont produites de façon inconsciente. C'est assez difficile quand même de produire des outils pour l'auto-observation. Et en revanche, ce qui est possible de faire, c'est de faire des grilles d'observation et de s'observer entre collègues. Là, déjà, on peut voir des choses. Ce qui est fait dans la recherche, pour vous dire comment ça se passe, on met une caméra dans une salle de classe, on enregistre 1 heure, 2 heures, 3 heures, et après on décortique ça pendant plusieurs semaines. Et c'est là où on voit des choses, et c'est là où on se rend compte que les questions à l'intention des garçons seront déjà plus nombreuses qu'à l'intention des filles, et qu'elles seront, par exemple, elles porteront plus souvent sur un approfondissement de connaissances, alors que pour les filles, c'est sur un rappel des connaissances. Bref, plein de petites choses fines comme ça. En revanche, si c'est difficile de s'auto-observer, ce qui est possible de faire, c'est de prendre connaissance de tous les résultats de recherche sur les observations de classe. Et il y a quand même des choses assez récurrentes. Voilà, sur le partage de l'espace sonore, sur le partage de l'espace, je suis fatiguée moi aussi, la géographie, etc., de la classe. Voilà, il y a des petites choses assez simples à faire. Par exemple, pour interroger les élèves de sa classe, au lieu de faire de façon spontanée, on peut par exemple prendre un jeu de cartes où il y a le nom de chacun des élèves, et puis on pose une question, on prend une carte, et puis on la met à la fin du paquet, etc. De telle sorte, tous les élèves seront interrogés. Et voilà, donc prendre connaissance déjà de toutes ces recherches des 30-40 dernières années sur les observations de classe, ça peut être un préalable. Oui. Est-ce que je peux apporter Je vous en prie. Un petit complément d'information. Sur le site, donc, il existe un questionnaire, mais il y a 2 ans, nous avons envoyé nos étudiants CAP sur le terrain observer les enseignants du qualifiant.
donc des professeurs d'enseignement technique et professionnel, et entre autres observer l'environnement spatial, le comportement donc, de l'enseignant, et également la décoration de la classe, de voir si dans la décoration, comme on l'imagine dans l'inconscient, on pourrait trouver chez les garagistes la magnifique... C'était qui déjà l'artiste là Calendrier Pirelli. Voilà, le calendrier Pirelli. Donc voilà, eh bien, pas du tout. Hein, vous verrez bien donc les réponses à ces questions, donc ces observations des étudiants, ce que les étudiants ont observé, sont sur le site. Voilà, je trouve que ça c'est une démarche aussi intéressante à faire. Merci. Je retiens le coup du jeu de cartes, madame, parce que pour les émissions politiques à venir, pour les débats, pour les élections, pour ne pas avoir départagé les candidats, je le retiens. Merci, je repars pas tout nu. Écoutez, on a déjà entendu tout à l'heure que c'est compliqué, hein, donc il faudrait que je prévoie diverses variétés de rouge. Bien. Private joke. Bien. Quelles sont les questions subsidiaires, comme on dit dans le jeu? Oui. Voilà, moi, ma question, c'est par rapport aux sanctions. On n'a pas tellement parlé des sanctions et aux rencontres pédagogiques d'été, avec le changement pour l'égalité, ils nous montraient lors d'un atelier que finalement les garçons étaient plus souvent sanctionnés que les filles, mais je me posais la question au niveau des statistiques par rapport aux exclusions définitives. Est-ce qu'il n'y a pas plus de garçons fin du premier degré qui seraient exclus des écoles, et est-ce que ça ne pose pas aussi question d'informer les profs si jamais c'est le cas? Oui, c'est encore moi. Donc là, je vais vous citer les travaux de Sylvie Ayral, A-Y-R-A-L, qui a écrit un ouvrage qui est paru, je crois, il y a 2 ans, qui s'appelle justement « Le sexe des sanctions au collège », quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pour info, ces 4 interventions sur le genre ont été annulées au mois d'avril, hein, parce qu'il y avait le mot « genre » dans ces interventions. Bref. Ceci étant dit au passage, elle montre dans sa recherche qu'effectivement 80% des sanctions concernent les garçons. Non, les garçons sont concernés à 80% par les sanctions au collège. Et le résultat de ces sanctions, ça n'est pas qu'ils se sentent davantage brimés, qu'ils se sentent davantage discriminés par ces sanctions. Pas du tout. Ces sanctions, elles interviennent exactement de la même façon que la prison dans les quartiers défavorisés ou chez les garçons de façon générale. C'est que ça agit comme une confirmation de leur virilité. Et que finalement, les garçons eux-mêmes étaient dans une recherche de la sanction comme une espèce d'épreuve initiatique, et qu'une fois qu'ils avaient été virés quelques jours de la classe, c'était enfin de vrais hommes. Donc effectivement, les sanctions concernent beaucoup plus souvent les garçons que les filles. Et pour le même fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les mêmes faits, pour exactement le même fait délictueux, eh bien, les filles seront sanctionnées beaucoup plus systématiquement et beaucoup plus sévèrement que les garçons pour la même chose. Parce que, évidemment, non, une fille qui fait des choses délictueuses, c'est hors de la norme, donc elle sera sanctionnée beaucoup plus sévèrement. Alors que pour les garçons, c'est tellement normal, on s'y attend tellement que s'il fallait tout sanctionner, on n'en finirait plus. Donc, des fois, on laisse passer. D'ailleurs, dans les classes, c'est exactement la même chose. Les garçons, on s'attend tellement à ce qu'ils soient turbulents que finalement on les sanctionne pas toujours, mais si une fille commence à le devenir, là c'est pas tout à fait la même chose. Oui, moi je voulais juste dire que sur le site justement, dans la partie un genre par thème, le genre par thème, il y a effectivement toutes les données statistiques et des études qui ont été faites, et vous irez, si vous voulez, dans la rubrique école où on parle de ce genre de choses, et notamment le fait que par rapport aux sanctions, en Belgique en tout cas, mais je ne sais plus vous citer de mémoire le nom de cette étude, une étude a montré aussi qu'il y avait une réorientation qui se faisait beaucoup plus systématiquement chez les garçons dans les filières techniques et professionnelles, parfois très très rapidement, pour cause de problèmes disciplinaires, plus que pour des souhaits ou des capacités techniques en tout genre. Ouais. Et alors une deuxième chose, c'est cette habitude qu'on peut prendre parfois inconsciemment
d'essayer de mettre des binômes mixtes sur les bancs d'école, une fille et un garçon, en disant on va mettre une fille à côté d'un garçon un petit peu énervé, un petit peu turbulent, parce que comme ça va le calmer, ça va le maîtriser, il va être plus calme. Et donc ça, ce sont toutes des habitudes qui sont prises consciemment ou inconsciemment, et souvent avec beaucoup de bonne volonté pour essayer de gérer une dynamique de groupe qui est parfois difficile. Et on constate ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu. Et je voudrais aussi juste apporter une toute petite précision par rapport aux bonnes et aux mauvaises pratiques, si on peut parler de bonnes et mauvaises pratiques, puisque ça a été dit. C'est vrai que quand on a construit le site, on a parfois eu des difficultés parce qu'on avait des exemples de choses qu'on trouvait interpellantes, notamment sur le site, pour ne pas le citer, d'enseignants.be, où on a été un peu voir ce qui se faisait, ce qui se proposait, etc. Et c'est vrai que la question s'est posée de savoir si on prenait des cadres existants pour les critiquer. Et c'est très très difficile, évidemment, parce que d'abord, déontologiquement, éthiquement, ça ne se fait pas d'aller critiquer des collègues, c'est pas correct, c'est pas valorisant non plus, c'est pas positif, c'est pas une démarche intéressante. Et donc, on s'en est écarté, mais il n'empêche que c'est sur base de ce qui se fait qu'il est possible aussi de discuter de ce qu'il faudrait peut-être envisager. Et donc, c'est vrai que sur les petits cartons, les porte-manteaux roses pour les filles, bleus pour les garçons, etc., c'est vrai que ça existe beaucoup, c'est vrai qu'on l'a souvent rencontré, mais c'est vrai aussi que les démarches qu'on a montrées, ce ne sont pas des démarches artificielles que nous, on a inventées, mais des démarches qu'on a aussi trouvées sur le terrain. Et donc, voilà, on a aussi vraiment voulu valoriser le travail de recherche conscient par rapport à l'égalité qui avait été fait sur le terrain. Voilà, pour dire qu'on n'a pas voulu être destructeur, évidemment, dans notre démarche. Un petit mot concernant la notion de sanction. Je voudrais aussi insister sur le fait que notre société, elle change énormément en matière de violence et de délinquance. Les médias, tu ne me contrediras pas, sont très friands de ces côtés extrêmes et développent et prennent une ampleur énorme à partir de parfois presque rien. Ce qui est certain, c'est que la délinquance se fait de plus en plus jeune et elle n'a plus de sexe. Okay ? Donc, c'est un défi pour l'école de demain de faire face à cette situation. Sanctions, pas de sanctions, quel type de sanctions? Éducatives, répressives. Le travail qu'on a fait pendant 3 ans n'est qu'une première étape de ce qui devrait suivre ultérieurement en étant attentif à l'évolution de la société. Voilà. Merci. Merci à vous, merci à chacune et à chacun pour sa participation.